Du coup, je me suis construite avec ces morceaux un peu ébréchés de moi, ce qui a fait que j'avais besoin de prouver et de me prouver que j'étais capable d'être autre chose que de cette image qu'on m'a envoyée de moi à l'adolescence. Moi, j'ai inventé des trucs pour que les gens me rencontrent. J'ai envoyé des mails en disant aujourd'hui, c'est la journée de l'audace, donc j'en profite. Je me dis que c'est le bon moment pour vous contacter, etc. De toute façon, je me dis, les gens, au pire, me répondront pas. Au mieux, ça va être titiller, ils vont avoir envie de me rencontrer. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Novo 19. Je suis vraiment accrochée au ballon avec des ailes comme ça là, et je vole en apesanteur, mais c'est génial. Je me dis, mais à aucun moment de ta vraie vie tu peux faire des choses comme ça. D'avoir vécu ça a finalement forgé mon caractère. Je suis intimement persuadée que ça a créé un bout de ma personnalité aussi, et que ça m'a permis d'être un peu différente des autres, mais finalement ça en a fait une force aussi. Xenia, bienvenue Merci. Sur le plateau de Avant la lumière. Donc sur ce plateau, on va révéler un petit peu les coulisses de tout ce que l'on ne voit pas sur scène ou devant les écrans, tout ce qui se prépare avant que les caméras ne tournent justement, et toi, dans ce contexte, tu apportes ta lumière sur ces plateaux. Et je suis vraiment ravi de te recevoir, Xenia. Je suis très touchée d'être là. Merci beaucoup. Alors, Xenia, si tu devais te présenter, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, je m'appelle Xenia, j'ai 37 ans et demi, bientôt. C'est très important, surtout à cet âge-là. Je suis maman de 3 enfants et je suis chroniqueuse, journaliste et maîtresse de cérémonie. Voilà. Donc, j'ai plusieurs casquettes que j'adore porter différemment chaque jour. Voilà. Donc, j'ai un emploi du temps assez chargé, mais j'ai un rythme qui me plaît. Et surtout, je viens pas du tout... je suis arrivée là un peu par hasard. Sous la lumière. Sous la lumière, ouais. On va en parler justement. Ouais. Xenia, alors ce prénom, il vient d'où, Xenia ? Oula, mon prénom est russe. En gros, c'est mon arrière-grand-mère qui était russe et qui s'appelait Xenia. Et mon arrière-grand-père, lors de la Révolution russe, est arrivé en 1917, a rapatrié toute la famille par le Luxembourg et est arrivé en France. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Et je suis la seule à avoir hérité de ce prénom que mon père a essayé de refourguer à chacune de mes sœurs. Et puis c'est tombé sur moi. Du coup, ma mère a fini par céder au 4e enfant. Et les autres ont des prénoms hyper classiques. Et puis moi, voilà. Donc sur le coup, j'ai détesté mon prénom très longtemps. Et après, finalement, je me dis que tu vois, ça a peut-être joué sur ma personnalité. Justement, parlons de ta personnalité. On va dire, voilà, tu as une forte personnalité, je pense, dans ce que l'on voit un petit peu à l'antenne. Peut-être que c'est différent d'ailleurs dans les coulisses. Ça vient d'où cette personnalité et comment tu la décrirais, toi ? Alors déjà, un truc auquel je suis très attachée, c'est que ma personnalité que tu vois en vrai, c'est ma personnalité que j'ai aussi dans la vraie vie. C'est un truc vraiment que j'essaye de maintenir. J'ai une personnalité différente, c'est sûr. Enfin, différente. Je suis pas névrosée non plus, mais j'ai vraiment un truc où j'essaye d'être très naturelle, très spontanée, très authentique. J'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup le second degré aussi. Et je pense que c'est vraiment ça qui me nourrit, tu vois. Moi, une journée sans rire, ça m'emmerde, en fait. Et du coup, tout ce que je fais, je le fais aussi avec ce prisme de l'humeur et de l'humour. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que j'ai cette personnalité un peu... parfois, on me dit que je suis un peu folle, un peu... Mais j'essaye de rester solaire et pétillante, tu vois. Pétillante, ça se dit encore, ça ? Ouais, ça passe. Ça passe, ça se comprend. Voilà, tout en écoutant toujours... Tout en gardant toujours de l'empathie pour les autres, parce que c'est vraiment la fibre de mon métier, de l'écoute, mais avec toujours cette fibre d'humeur et d'humour voilà, sur le fil, parce que parfois, tu peux pas non plus être toujours en train de te marrer. Mais voilà, le sourire avant tout, quoi. Justement, donc il y a le sourire, tu rigoles beaucoup. Tu pleures peut-être parfois, il y a du up and down. Ah bah oui. On dit qu'on te compare à Bridget Jones, des fois, ça te va ça ? Alors, Bridget Jones, c'est plutôt... effectivement, c'est parce que c'est ce côté un peu... je suis beaucoup sur le terrain, enfin j'ai été beaucoup sur le terrain, j'ai été très régulièrement dans des situations assez cocasses, où je mets pas de filtre en fait, et du coup, forcément tu passes par toutes les émotions. Comme j'aime bien rester naturelle, même si t'as toujours envie d'être jolie à l'image, etc. Moi, je suis passée un peu au-delà de ça. Et je me dis, tant pis, en fait. Au pire, j'ai, je sais pas, de la vase dans la tronche parce que je suis tombée. C'est pas grave. L'important, c'est qu'on passe un bon moment. J'ai pas honte de faire des trucs, quoi. Et donc, le côté je ris, je pleure, c'est totalement vrai. Puis dans la vraie vie aussi, je ris, je pleure. C'est très authentique, quoi. Oui. Et justement, en parlant un petit peu de certains... On te voit dans certains reportages, quand tu es pas sur le plateau, mais à l'extérieur, dans des situations...
tu disais un peu improbable. Alors, on nous voit sur des échasses, on nous voit sauter dans le vide. Tu peux nous raconter un peu les coulisses de ces moments-là? En fait, donc c'est moi qui prépare les duplex que je fais dans le cadre de Télématin. Donc je choisis les sujets à vraie validation effectivement de la rédaction en chef. Mais en gros, je me dis dans quelle situation j'aimerais bien me retrouver pour être sûre de passer un bon moment, d'apprendre des choses, mais aussi voilà que ça soit plein de vie, etc. Donc tu vois, typiquement là, il y a pas très longtemps, j'ai tourné avec des cueilleurs d'algues sur la côte atlantique. 44 Forever. Ils m'ont emmené, sachant que pour Télématin, il est très tôt, il est 6h du matin, 6h30 du matin même. Ils m'ont emmené cueillir des algues, manger des algues. Donc vraiment, j'en ai plein la bouche. Et là, je me dis, qui fait ça en fait? Tu peux avoir des choses qui sont vraiment pas bonnes et que tu vas recracher. Voilà. Par contre, si tu te trompes, ce n'est pas grave, on n'est pas dans le domaine des champignons. Non. Ok, donc là, par exemple, au pire, c'est juste pas bon. Ça, mais ça, c'est pas une algue, ça? Ah bah si, c'en est une petite rouge, du type... Allez, on aura tout vu. Voilà. Petit déjeuner, c'est sympa. Allez, allez-y. Hop, c'est parti. Et alors? Oh là, ça va l'air bon. Oui, bah vas-y. Pas trop convaincu. Celle-là, elle n'est pas somme après. Non. Hein. Bon, bah, écoutez, ça c'est là. J'espère que Zénia, vous n'allez pas être malade après. Non, mais prends plutôt de la laitue de mer. Zénia, on va vous laisser. Là, c'est ce qu'on a cueilli, la laitue. Pour la cueillette. Écoutez, on va rester au fruit et au croissant plutôt. Venez prendre votre chou de diode. Ils font même des ateliers. C'est génial. Ben, je vais vous laisser là. Merci Xenia. On vous retrouve très vite parce qu'on va pas du tout hier en train de faire comme ça. À la très vite pour d'autres moments insolites avec vous. Bonne cueillette. Nous, qui mange des algues, et en fait, je me dis, de toute façon, quitte à être là, autant y être à fond. Mais c'est vrai que à un moment, je me suis retrouvée là, on s'est vraiment on s'est beaucoup moqué de moi. Donc, je suis pas du tout à l'aise sur un bateau, sur un paddle, voilà. Et j'ai fait du kata en août à la Baule. C'était vraiment la cata pour le coup parce que je savais rien faire et du coup j'étais vraiment, tu sais, comme une espèce de sirène mais plutôt un peu échouée sur mon kata. Là, c'est la canicule, vous avez raison. Et en plus, à coup sûr, je vais tomber dans l'eau. Je crois que je suis mieux à ma place de sirène. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas quoi faire. T'avais le pauvre moniteur qui essayait de me donner des instructions, mais j'étais tellement figée. En plus, il faisait un temps horrible. Et du coup, c'était en plateau, il se moquait de moi, mais il riait, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais à la fois, c'était un bon moment. Et il n'y avait pas de prise de tête, en fait. On a fait de la montgolfière aussi. Ah, d'accord. Et en fait, la montgolfière, c'est une super idée sur le papier. Mais à l'antenne, c'est pas du tout une bonne idée, parce que toutes les 3 secondes, ça fait... Donc, t'entends rien. Puis c'est pas facile à filmer. C'est l'enfer. T'es exigu dans un petit panier. Et en même temps, je me dis, c'est que dans ce métier-là que je peux vivre des choses comme ça, tu vois. Enfin, j'ai fait de la montgolfière, donc je fais du bateau. Je vais rencontrer... J'ai volé ça c'était magique aussi, dans le Nord. J'ai volé sur un ballon, tu vois, les anciens, je sais plus comment ça s'appelle. Les Zeppelin, non? Ouais, c'est ça. Et du coup, je suis vraiment accrochée au ballon, avec des ailes comme ça. Là. D'accord, ok. Et je vole en apesanteur, alors par la force de l'hélium, tu vois. Mais c'est génial. Je me dis, mais à aucun moment de ta vraie vie, t'es tu peux faire des choses comme ça, quoi. Je suis cascadeuse. Là, j'ai eu peur. T'es la Tom Cruise de la télévision française, quoi. Plutôt Bridget Jones, franchement, voilà, je pense. Okay, on va rester sur Bridget. Parce que je peux tomber, tu vois, à tout moment aussi. Et justement, tu es à l'extérieur, mais tu es aussi sur les plateaux maintenant, de plus en plus, avec Novo. Oui. Et sur les plateaux, il t'est arrivé notamment de rencontrer des personnalités. Moi, je pense à Frédéric Lopez. Tu lui aurais dit que tu voulais être lui à 8 ans. Explique-nous un petit peu. En même temps, pourquoi Frédéric Lopez? En fait, c'est déjà au-delà de la personnalité. Moi, je le connaissais pas, je le connaissais que par la télé. Je l'ai rencontré en vrai sur le plateau et je me suis dit, c'est un mec vraiment profond. C'est exactement la même personne que celui qu'on découvre à l'époque dans Rendez-vous en terre inconnue ou même maintenant un dimanche à la campagne. Et en fait, quand j'étais petite, je me disais, mais il a tout compris. Il voyage, il fait parler les gens, il écoute les gens. Il est dans la découverte. Enfin, en fait, c'est vraiment, pour moi, l'authenticité pure. Et tu vois, c'est au-delà des paillettes, du côté un peu bling-bling de la télé. Et moi, je me disais, waouh, si un jour j'arrive à faire ce métier-là, je veux vraiment aller en terre inconnue. Ouais. Bon, j'y suis pas encore. Mais d'avoir rencontré Frédéric Lopez, je me suis dit, OK, c'est possible de rester naturel et de faire vivre des expériences incroyables et surtout de transmettre autant d'émotions, autant d'histoires, autant de culture. Je trouve ça... Enfin, moi, c'est mon héros, quoi. Donc, tu avais ce rêve de passer sous la lumière.
Comment tu en es arrivé là? Parce qu'il y a eu un parcours Ouais. avant ça. Hein. Alors, un parcours pas du tout classique, un peu comme mon prénom, tu vois. Finalement, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Alors, si. Je voulais être puéricultrice. Enfin, quand j'étais petite. Avant. Un très beau métier aussi. Oui. Mais du coup, c'est la magie des stages d'observation de 3e. J'ai fait un stage en crèche et je me suis dit, en fait, pas du tout. C'est super comme métier, mais c'est pas fait pour moi. Donc, j'ai vite balayé cette casquette. J'avais toujours Frédéric Lopez dans ma tête. Okay. Mais je me suis dit, c'est impossible. Le lycée arrivant, je me suis embarquée dans une première littéraire. Et puis, le bac arrive et là, il faut choisir ce que tu veux faire. J'en avais vraiment aucune idée. À l'époque, je faisais beaucoup de théâtre. J'ai commencé le théâtre, tu vois, en 6e à Nantes. Et mes parents m'ont dit, bah écoute, si t'aimes le théâtre, est-ce que tu veux pas, franchement, en vrai, quand j'y pense, trop sympa, est-ce que tu veux pas tenter d'aller au cours Florent pour post-bac, tu vois, t'as un diplôme de 3 ans, etc. Donc là, je me suis dit, ok, je pars de Nantes, parce que j'habitais à Nantes à l'époque. Je vais vivre la vie de parisienne, je vais dans une école de théâtre, je vais essayer de rentrer dans une école de théâtre assez cool. Et donc, j'ai passé sur un petit stage, tu vois, à la fin du stage, ils te disent oui ou non si t'es pris. Globalement, ils prennent beaucoup de gens. Donc, je me suis dit, c'est cool, je suis prise. Donc, me voilà arrivée à 17 ans à Paris. Je découvre la vraie vie au cours Florent. Et donc là, j'ai passé 3 années extraordinaires. Là-bas, tu as des cours de théâtre, mais tu as aussi des cours de chant, de danse, de tout ce que tu veux. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. À l'issue de ces 3 ans, tu peux passer un concours. Enfin, tu peux essayer de passer des concours. Donc, conservatoire, toutes les écoles comme ça. Je me suis fait recaler de tous les concours, sauf une à Lausanne. Tu as le Conservatoire national de Lausanne. Ouais. En fait, c'est un peu, tu passes des différents tours, comme un peu la Nouvelle Star, tu vois. Starac, ouais. C'est vrai, mais moi, je fais avec ma génération. Donc, tu as plusieurs étapes. Et j'arrive au 3e tour, donc dernier tour. Et le dernier tour, t'es plus que 30. C'est un stage d'1 semaine. Et ils en prennent la moitié. Donc, tu vois, moi, j'y ai un peu cru. C'est une très belle école. Franchement, je me voyais déjà actrice en Suisse, tu vois. Sur les bords du lac Léman. Ouais. Non, c'était canon. Et à la fin de ce stage, ils m'ont pas prise. Voilà. Donc là, j'ai vraiment pris un petit coup dans la tronche, hein, comme on dit. Enfin, comme je dis. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que ça m'a dégoûtée du théâtre profondément. Je me suis dit, en fait, si personne veut de moi, c'est que je ne suis pas faite pour ce métier-là, donc il faut que je l'accepte. Mais je ne savais absolument pas quoi faire de ma vie. Et donc, j'ai commencé à me dire, faut quand même que je reprenne des études. Donc, j'ai fait un master à la Sorbonne de médiation culturelle. Wow, quel changement. Mais en fait, ce qui m'a sauvée, c'est qu'à l'issue de ce stage, tu pouvais faire à l'issue de ce master, tu faisais un stage de 6 mois. Et là, je sais pas trop comment, j'ai vu une annonce passer qu'on cherchait une journaliste stagiaire dans une société de production qui, à l'époque, s'appelait 3e œil Production. 3e œil. Donc, je me suis dit, je vais tenter. J'avais pas tellement de légitimité à faire ça, mais je me suis dit, ça me plaît bien. Donc, j'ai toqué à cette porte. J'ai rencontré la rédactrice en chef. Je me souviens très bien de ce moment. Et en fait, ça a tout de suite fité entre nous. Et on s'est vraiment marré pendant l'entretien, quoi. Mais je me dis, j'ai aucune capacité. Je suis pas du tout journaliste, j'ai pas d'expertise. Je sais réfléchir, je sais écrire, je sais m'intéresser au monde. Mais j'ai pas... voilà. Et en fait, c'était pour une émission qui s'appelait Les Carnets de Julie. C'était sur France 3. Ta première émission. Ouais. Okay. C'était Julie Andrieux qui voyageait à travers toute la France et qui sillonnait les régions. Donc, il fallait vraiment écrire les émissions. Voilà. Bon, là, c'était en soutien parce que c'était un stage. Mais donc, j'ai fait 3 mois de stage là-bas. Et à l'issue de ce stage, ils cherchaient une journaliste enquêtrice. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux rester? Je me suis dit, grave. Et donc, j'ai tout appris. Grâce à cette émission, tout sur le terrain, grâce à cette rédactrice en chef que j'adore et que j'aime, elle le sait, que c'est vraiment ma rencontre professionnelle. Et tu vois, en fait, donc, en gros, on me confiait une destination et on me disait, tu vas bosser sur une émission autour du pays de Concarneau. Donc, je devais enquêter sur plein de choses qui se passaient là-bas. Ensuite, je partais en repérage pour rencontrer un peu les gens que j'avais eus au téléphone, etc. Voilà. Et après, on avait 1 semaine d'écriture d'émission et après, on partait en tournage. Pour faire toutes les séquences de l'émission. C'était une émission hebdo qui durait 52 minutes, donc tu avais beaucoup de contenu à tourner.
Et en fait, j'ai fait ça, je suis restée pendant 6 ans. Et c'était... Enfin, j'ai appris tellement de choses... Enfin, tu vois, par le terrain, quoi. Enfin, Tu as découvert la partie éditoriale, la Ouais. production. ouais, édito. En gros, c'était vraiment de la concept, enfin de l'enquête jusqu'à on livrait les rushs. Et après, c'était pas nous qui gérions le montage, mais ça m'a, enfin, tu te rends compte de la construction d'une émission, t'es sur le terrain, donc t'as des réflexes qui viennent tout de suite, tu comprends plein de choses. Et puis moi, vraiment, encore une fois, je n'ai pas du tout du truc. Donc au début, t'as toujours un peu ce petit syndrome de l'imposteur. Tu fais genre, ouais, je maîtrise, ouais, je sais pas de quoi tu me parles. Je vais regarder discrètement. Mais voilà. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est... Là, j'ai Frédéric Lopez qui est revenu dans ma tête, tu vois. Mais à ce moment-là, quand je bossais sur les carnets de Julie, à aucun moment je me suis dit l'animation, c'est cool, tu vois. Surtout quand tu travailles avec une femme comme Julie Andrieux, qui est quand même magnifique, très compétente, très professionnelle et tout. Tu te dis, ok, chacun son métier, quoi. Moi, j'écris, toi, tu animes, quoi. Alors justement, à quel moment tu franchis le pas et tu passes sous la lumière? Alors, quand est-ce que je passe sous la lumière? Première occasion, première situation. Ouais, première situation. Je suis enceinte de mon premier enfant en 2016. Avec mon mari, on décide de repartir en région nantaise. Ok. Et là, je me dis, bon, bah, je vais changer de travail parce que dans ma tête, c'était idiot comme réflexion. Il y avait pas, je pouvais pas refaire ce travail-là à Nantes. Et en fait, d'opportunité en opportunité, je rencontre des gens de France 3 Pays de la Loire. À l'époque, ils me confient pareil la rédaction de Duplex pour leur quotidienne matinale. Ouais. Et puis, la personne pour qui j'écrivais s'en va. Donc, ils me disent, est-ce que ça t'intéresse de passer... Enfin, tu vois, tu écris, donc est-ce que tu veux pas animer aussi ces Duplex? Donc, je passe un petit casting et tout. Et ils me disent, bah, ok, on y va. Et là, je me dis, mais moi, j'ai jamais fait ça, en fait. Enfin, et mon mari me souffle gentiment. C'est pas grave, personne ne regarde. Ok, c'est vrai, allons-y. N'ayons pas peur du ridicule. Voilà. Et en fait, je me suis dit, j'ai rien à perdre à part un peu de crédibilité, tu vois, mais de toute façon, je suis pas sûre que j'en avais encore beaucoup. Donc, je me suis dit, en vrai, au pire, je me plante, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est l'expérience. Moi, je fonctionne beaucoup vraiment un peu au culot, à l'audace, etc. Donc, donc, je tourne les premières émissions. Et là, mais vraiment au début, je me dis, mais c'est pas du tout fait pour moi, en fait. J'étais tétanisée, j'étais mais nulle. C'était vraiment, mais... Ah, franchement, je regardais les trucs, je disais, ah, mais qui est cette personne? On n'aime pas se regarder en même temps. Ouais, mais vraiment au-delà de l'apparence, tu vois. Enfin, c'était... je vais pas te dire que j'aime encore me regarder, tu vois, mais vraiment, ce que je disais, c'était nul. Enfin, j'étais complètement figée. Je me suis dit, ok, où sont passées toutes ces années de théâtre? Ça n'a servi à rien. Et en fait, je me suis dit, ok, je pense que j'essayais de rentrer dans un personnage. J'essayais, tu vois, de composer un truc en me disant, il faut que je sois hyper cadrée, hyper généraliste et tout. Et à un moment, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, non, si tu veux vraiment faire ce truc-là, sois toi-même, en fait. Arrête de jouer un rôle, machin. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire mes reportages comme si j'allais rencontrer des amis ou de la famille ou des gens, voilà, avec le contact assez facile. Et à partir de ce moment où j'ai mis un peu ma touche à moi, je me suis dit, ok, là, je suis bien, j'adore faire ça. Et du coup, je suis restée, je sais plus combien trop de temps dans cette émission, mais plusieurs saisons. Et après, quand je te disais que je fonctionnais beaucoup à l'audace et beaucoup au culot, moi, j'aime bien pousser des portes, vraiment toquer aux fenêtres, au Velux, des gens tu vois, que j'ai envie de rencontrer. Et donc, j'ai essayé par beaucoup de moyens de contacter la rédaction de Télématin. J'ai fini par être contactée par la rédactrice en chef, qui m'a proposé de venir passer des castings. Donc là, je me suis retrouvée à Paris, sur le plateau de Télématin, j'avais écrit une chronique. Alors là, pour le coup, c'était en plateau. Ouais. C'était Thomas Soto à l'époque qui présentait l'émission, donc on était vraiment en condition du direct. Les autres chroniqueurs qui étaient à côté de moi passaient aussi les castings, donc c'était, tu vois, t'as envie d'être sympa avec eux, mais quand même, chacun sa place. Et en fait, c'était trop sympa, j'ai vraiment passé un trop bon moment. Je me suis dit, au pire, pareil, encore une fois, je n'ai rien à perdre. Et finalement, il m'a appelé le lendemain en me disant, est-ce que tu veux bien faire le Joker pendant l'été en duplex dans toute la France? Mais finalement, tu vois, en fait, je me dis, si tu t'accroches à un truc, si tu bosses, si tu montres que t'as envie de le faire, etc., si tu gardes un peu ton cap de personnalité, t'arrives à... Enfin, tu vois, en fait, petit à petit, franchement, quand je prends un peu mon parcours du haut de mes 18 ans, non, mais quand je regarde un peu en arrière, je me dis, ok, en fait,
à aucun moment je me serais dit que j'en suis arrivée là. Et tu vois, j'en suis pas du tout à un stade. Enfin, j'ai pas la prétention de me dire que je suis à un stade de le JT de 13h ou quoi que ce soit. Mais en fait, je suis un peu fière, franchement. Et c'est très rare que je le dise, de ce que j'ai créé, parce que j'ai pas de. Moi, je viens d'un milieu où il y a pas du tout. On n'est pas du tout dans l'audiovisuel. Enfin, c'était un truc. En vrai, j'étais un peu la saltimbanque de ma famille, tu vois. Et d'avoir construit ça à la force de mes petits bras. Vraiment de la détermination, le pouvoir de l'intention, quoi, la volonté, en vrai, moi j'ai inventé des trucs pour que les gens me rencontrent. J'ai envoyé des mails en disant aujourd'hui c'est la journée de l'audace, donc j'en profite. Je me dis que c'est le bon moment pour vous contacter, etc. Bon, tu vois, en fait, de toute façon, je me dis les gens au pire me répondront pas, au pire ça va les titiller, enfin au mieux ça va les titiller, ils vont avoir envie de me rencontrer. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur Novo 19, tu vois. Quand j'ai su la boîte qui avait remporté l'appel d'offres du talk show, je me suis dit, OK, toi, je veux te rencontrer. Mais genre, je sais pas combien de mails, j'aurais envoyé des messages, des machins. Je pense qu'ils ont dû se dire, il faut qu'on lui réponde parce qu'elle va continuer à nous saouler. Et ça, tu vois, ça a déclenché des premiers rendez-vous. J'ai passé pas mal de temps avec le producteur qui, je pense, a dû me détester de lui envoyer autant de messages. Mais il m'a fini par me rencontrer. Et donc, ça a déclenché... il m'a proposé de passer les castings. Et puis, au final, j'ai passé les castings. Et voilà, je suis sur le plateau de cette formidable émission, maintenant. Parfois, ça t'arrive de repenser un petit peu à la petite Zenia de 8 ans qui rêvait d'être à la télévision? En fait, ouais, j'y pense tout le temps. Et c'est marrant parce que c'était un rêve, mais tu vois, comme les rêves... moi, j'ai 2 petites filles qui font des rêves de... Enfin, et je me dis, c'est super de rêver et je les encourage vraiment à croire à ce qu'elles ont envie de faire, même si pour l'instant, ça reste... envie d'être une princesse ou des choses comme ça. Mais pourquoi pas, après tout. Mais ouais, j'y pense souvent parce que... Oui, c'est la détermination. C'est ça. J'y pense souvent parce que... en gros, moi, j'ai eu une adolescence, comme beaucoup de jeunes, compliquée. On s'est beaucoup moqué de moi. J'étais harcelée. Au collège, notamment en 5e, 4e, 3e. En gros, j'étais plus ronde que la moyenne. Beaucoup d'élèves se moquaient de moi, se servaient de mon prénom pour... tu vois, si tu veux, ils avaient la délicatesse de m'appeler en référence à Xena la guerrière. Ils m'appelaient Xena le boudin guerrier. Je te laisse imaginer le bonheur que ça procure d'entendre ce genre de choses pendant 3 ans et à quel point ça peut complètement détruire ta confiance en toi aussi. Hein. Déjà qu'à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Moi, ça m'a anéantie et je me dis... quand je repense à ces moments-là, tu vois, vraiment, j'étais dans une tristesse et dans un désarroi profond. Et de voir que j'ai réussi à construire tout ça, et que j'ai réussi à passer outre alors, je te dis pas que ma confiance en moi, elle est hyper, tu vois, non, c'est faux. Je pense que du coup, je me suis construite avec ces morceaux un peu ébréchés de moi. Je pense que c'est ce qui a fait aussi ma personnalité, c'est ce qui a fait que j'avais besoin de prouver et de me prouver que j'étais capable d'être autre chose que de cette image qu'on m'a envoyée de moi à l'adolescence. Et ouais, je suis fière de me dire, ok, en fait, tu t'es servi de tous ces démons-là pour... après, ça peut paraître un peu contradictoire, mais j'avais du coup une image de moi abominable, mais genre jusqu'à très très longtemps. Je supportais pas mon corps, je supportais pas de me regarder et de me dire finalement maintenant je passe, tu vois, aller à l'antenne. Je te dis pas que je kiffe me regarder, hein, c'est pas du tout vrai, mais je trouve que c'est une belle revanche sur ma vie, quoi. T'es une vraie guerrière en fait, ouais. Finalement. Limite, j'ai pas envie de les remercier de m'avoir harcelée, etc. Je me souviens quand même de scènes, tu vois, où j'étais à l'école et à la cantine, j'étais toute seule et un jour, je me suis quand même pris des tomates mayo dans la tronche, tu vois, gratos. Et je me dis, en fait, alors je souhaite à personne de vivre ça, et moi, c'est vraiment un sujet sur lequel je suis très vigilante, que ce soit du côté des harceleurs ou des harcelés, et même pour mes enfants, tu vois. Moi, c'est un truc que je ne tolérerai jamais de ma vie des 2 côtés. Et je me dis, en fait, vraiment d'avoir vécu ça a finalement forgé mon caractère et ça m'a... je suis intimement persuadée que ça a créé un bout de ma personnalité aussi et que ça m'a permis d'être un peu différente des autres. Mais finalement, ça en a fait une force aussi. Voilà.
Si on parle de force, justement, tu as dû recevoir des conseils régulièrement. Qui est ici un conseil que tu retiens, qui était fort pour justement te forger une discipline ou un mindset Bah, j'ai... en fait, il y a deux choses. En gros, il y a cette rencontre professionnelle de cette fameuse rédactrice en chef qui s'appelle Élodie, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses et qui m'a toujours... en fait, elle m'a toujours dit, si je t'ai choisi, c'est parce que je sais que t'es capable. Et donc ça, c'est un truc que je garde en tête. Et après, un truc, c'est marrant parce que je parlais du pouvoir de l'intention tout à l'heure. On a reçu il y a pas longtemps Alessandra Sublet en plateau. Okay. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant dans ce qu'elle dit, je me retrouve complètement. Et c'est vraiment quand je parle de culot, d'audace, de détermination, c'est vraiment le cap que je me donne, quoi. Il faut y croire, en fait. Alors, c'est un peu cliché de dire croire en tes rêves, ça va arriver. Mais vraiment, en fait, je suis persuadée que plus tu y crois, plus tu vas te donner les moyens de le faire. Et alors, tu vas passer par des trucs. Moi, je me suis pris des murs, et je m'en prends encore, hein, tu vois. Mais en fait, quand tu baisses pas les bras, quand tu es déterminé, et ben, tu vas faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, mais tu auras quand même un pas qui aura fonctionné, tu vois. Et vraiment, moi, c'est le cap que je me donne, c'est tu y crois. De toute façon, t'as rien à perdre. Tu avances. L'univers s'équilibre. Voilà. Et si on parlait un petit peu, donc on a beaucoup parlé de télévision, tu fais aussi de l'événementiel, donc tu es animatrice aussi, maître de cérémonie, comme on dit, dans le corporate. Ouais. Tu vois une grosse différence en termes de préparation? Le métier est différent pour toi ou... Le métier est différent, ouais. En fait, ce que j'aime bien, c'est que pour le coup, j'ai pas le sentiment de moi devoir changer de personnalité. Ouais. Je pense aussi que les gens qui me font appel à moi sur des événements font le choix aussi d'avoir une maîtresse de cérémonie, pas forcément. Évidemment, je reste hyper professionnelle et rigoureuse, etc. Mais j'essaie toujours d'avoir cette fibre humaine et d'apporter un peu d'humour, on va dire, dans mon animation. De punch, voilà. Mais la préparation est différente, oui, parce que déjà ce sont souvent des événements qui sont plus longs. T'as beaucoup d'intervenants différents. Parfois, c'est des sujets que tu découvres. Donc, très technique. Ouais. Donc, ça demande un boulot en amont qui est assez costaud, mais je trouve ça hyper intéressant. En fait, j'adore ce que j'aime beaucoup, mais c'est ce que j'aime aussi à la télé. Tu vois, là pour le coup, c'est deux choses qui me servent. C'est le fait que ce soit en direct à la télé ou dans les conditions du direct, et l'événementiel. De toute façon, pareil, c'est le grand bain, c'est un peu vertigineux. T'as pour le coup beaucoup de gens devant toi, des vrais gens. Enfin, et donc de toute façon, tu dis bah là, je vais pas aller au casse-pipe. Il faut que j'y arrive, quoi. Et donc en prépa, je trouve que c'est plus, non. Ça te demande peut-être plus de réflexion longtemps avant, de travail édito aussi. Mais après, dans la façon d'animer, non. Enfin, moi, que je sois en immersion sur le terrain, en plateau ou sur un événement, j'essaie de donner exactement la même énergie. Et sur scène, tu retrouves des sensations du théâtre ou pas, des planches? Ouais, alors c'est ça, en fait, tu vois, ça me titillait. Je t'ai dit le théâtre plus jamais. Ouais. Et c'est là où c'est encore une fois complètement contradictoire, parce que de faire de la télé ou faire de l'événementiel, en fait j'adore. Quand je suis sur la scène, je me dis yeah, j'adore être là, mais pas du tout pour la lumière, hein. Vraiment, je sais pas, je me sens ancrée dans la scène, tu vois, et je me dis je sais pas, il se passe un truc dans mon corps et je donne vachement d'énergie, sans faire, parce que c'est pas moi le clou du spectacle, on s'en fout de moi finalement. Moi, je suis vraiment juste là pour être pas le passe-plat, tu vois, mais pour modérer les propos, pour dynamiser les échanges, pour que les gens se sentent bien, qu'ils se confient, etc. Mais en fait, tu vois, je me sens jamais gênée d'être sur scène, tu vois. Pourtant, parfois, t'as 2000 personnes devant toi, mais je me dis, c'est un endroit, je vais pas dire c'est un refuge, mais je m'y sens bien, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a la lumière, tu arrives sur le plateau, sur la scène, mais avant, quand justement tu es dans les coulisses, comment tu te prépares? Est-ce que tu as un gris-gris? Est-ce que tu as des habitudes? Je vais pas te dire que je vais faire un signe de croix avant chaque entrée, mais en vrai, je suis hyper excitée tout du long. En fait, ce que j'adore, c'est rencontrer, donc notamment sur de l'événementiel. Je passe beaucoup de temps au téléphone avec les gens que je vais avoir sur scène, déjà pour préparer éditorialement le propos, mais aussi pour qu'on ait une première relation qui soit déjà un peu comme on a cassé la glace, voilà, et du coup, quand on se rencontre sur scène, on a le sentiment de se connaître depuis hyper longtemps. C'est pas une surprise. Ouais. Et donc, ce que j'adore juste avant de monter sur scène, c'est de revoir mes intervenants,
faire 2-3 échanges où il y en a qui sont hyper flippés et du coup de les rassurer, mais toujours avec beaucoup de gentillesse, d'empathie et de bienveillance, tu vois. Et du coup, je sens que ça leur donne le sourire, je sens que pouf, ça les détend. Moi aussi, ça me détend un peu. Puis je me dis, on a créé un truc comme ça va être trop cool sur scène. Et après, donc là, je pense que les 4 minutes avant de monter, j'ai une descente d'adrénaline et je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Enfin, vraiment, à chaque fois, ça me fait le truc. Genre, je veux plus y aller, tu vois. Mais ça me prend vraiment juste avant de rentrer sur scène. Je sais pas si c'est très rassurant. Mais du coup, en fait, je me dis, mais si, mais t'es là de toute façon. Enfin, t'as un engagement, puis ça va le faire, t'as bossé, machin. Et donc, ça s'arrête et je me rentre sur scène et là, je me dis, bah, go. Enfin, c'est parti pour j'allais dire pour le show, non, parce que c'est pas un show, mais. Et quand tu redescends après, c'est pareil, il y a le soufflet qui retombe. Ouais. Tu rentres chez toi, tu manges des pâtes. Je rentre chez moi, je dors. Ouais. Non, je suis un peu maintenue par cette adrénaline. Alors, c'est un métier où moi, j'ai tendance à me poser beaucoup de questions, à me dire, est-ce que j'ai dit les bonnes choses, est-ce que tu vois, à te remettre un peu en cause. Même si c'est pas toi qu'on juge, c'est quand même un peu toi qui est garant aussi du bon rythme du plateau. Enfin, quand t'as des intervenants, en plus souvent dans les conventions, les événements, c'est très technique, tu le disais, et du coup il faut quand même que ça soit, pour pas que ça soit chiant ou sopo, il faut que toi t'apportes un truc en plus. Donc ça tient quand même vachement sur toi, quoi. Donc je pense que j'ai quand même après l'événement un bon moment où je me dis. Est-ce que c'était bien, tu vois, enfin. Le débrief. Ouais, voilà. Donc, je m'auto-débrief moi-même. Ouais. Souvent, je suis assez critique avec moi, je suis assez dure avec moi. Donc, je me dis, en fait, c'était de la merde, t'es vraiment nul. Franchement. Systématiquement. Ouais, je passe par ce truc-là. D'accord. Ce qui rend ouf mes proches. Ils me disent, mais arrête de. Tu vois, enfin, en fait, si les gens te font confiance, c'est que quelque part, il y a quand même un truc qui doit leur plaire, sinon ils te. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à être un peu dans cette insécurité parfois. Et après, je me dis, ok, non, mais reprends-toi, ça c'était bien. Là, on a passé des bons moments. Tu fais des débriefs avec tes clients derrière, ils sont contents. Donc, mais je passe un peu par des trucs comme ça, quoi. Tu rencontres plein de personnes, que ce soit en télévision, sur les plateaux ou sur les événements, justement. Des gens qui ne font pas forcément partie de ton univers. Il y a aussi des personnalités, des gens connus. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui reste comme ça, quelqu'un que tu as rencontré, qui t'a marqué et que tu aimerais peut-être revoir, j'en sais rien. Alors, il y en a un qui m'a marqué, mais le pauvre, il est mort, donc je vais pas le revoir, mais c'était Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Ah ouais, ça c'était génial. Alors là, pour le coup, j'étais pas à l'antenne, mais c'était quand je bossais sur les carnets de Julie. On a fait une émission spéciale je sais plus si c'était une émission spéciale, mais on a fait une émission dans la Beauce, donc du côté de Châteaudun. Endroit où tu te dis jamais, je vais aller passer une semaine à Châteaudun. C'était extraordinaire. En fait, Jean-Pierre Coff, c'était un ami de Julie Andrieux. Et du coup, ils m'ont dit, va construire une émission autour de chez lui, quoi. Et donc, je partais en repérage. J'ai passé une semaine de repérage chez Jean-Pierre Coff. Truc un peu absurde, quand même. Improbable, aussi. Improbable, ouais. Et c'était... déjà, il m'a accueilli, mais genre comme si j'étais de sa famille, tu vois. Donc, on s'est fait sans te connaître. Ah ouais. Tu sais, je suis arrivée... en plus, j'étais jeune, hein. J'arrive avec ma petite valise et pas mon aplomb non plus tu vois, je n'étais pas non plus hyper à l'aise en me disant je le connais pas, je suis pas très légitime de venir comme ça. Et le gars, mais d'une gentillesse, d'un accueil, on s'est fait des gueuletons géniaux. En fait, il m'a vraiment fait découvrir une facette de sa personnalité. En plus, tu vois, Jean-Pierre Coff, c'est pas forcément ma génération, quoi. À part c'est de la merde qu'on entendait à l'antenne. Voilà. Et vraiment, pour moi, c'était... je me dis, là, tu vois, j'avais vraiment de la chance de vivre ça. Et en plus, donc, j'ai fait le repérage. Quel âge, là ? Là, j'avais 25 ans. D'accord. Ouais. Ouais. Pas la même génération, effectivement. Non. T'aimes bien manger, toi ? Ouais. Et lui aussi, il aimait, il aimait bien manger, il aimait bien le vin blanc aussi. Il n'y avait pas d'eau chez lui, c'était très pas d'eau, d'accord. Mais voilà, donc je suis partie en repérage. Et après, donc 2 semaines après, on partait en tournage. Et donc là, j'y suis retournée avec toute l'équipe. Et franchement, on s'est... Tu vois, parfois, les tournages, c'est quand même des grosses journées. T'es de 8h au coucher du soleil en train de tourner, etc. Et en fait, on a vraiment vécu un peu un truc colo de vacances, quoi. Et le géo, c'était Jean-Pierre Coff. Et je me dis, c'est jamais j'aurais pu vivre ça
dans un autre métier, quoi. Je te demandais tout à l'heure si tu avais eu des conseils particuliers. Toi, est-ce que si tu pouvais donner des conseils à des jeunes qui voudraient faire ce métier, tu leur dirais quoi? Je leur dirais, accrochez-vous. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Si tu sens que tu rencontres une personne professionnelle sur laquelle qui va t'apprendre des choses, vraiment, fais-lui confiance. C'est un métier qui est quand même compliqué. C'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, un peu des petits coups, tu vois, voilà. C'est un métier où le produit qu'on juge, c'est quand même toi. C'est pas, tu vois, tu viens pas avec un objet que tu as créé, tu viens pas avec un concept, etc. C'est toi que tu c'est toi que tu commercialises. Il faut quand même avoir les épaules solides parce qu'il faut accepter de te prendre des critiques. Il faut accepter que ça marchera pas tous les coups. Il faut accepter que les autres soient meilleurs que toi. Finalement, c'est un peu ça dans tous les métiers. Hein, mais encore une fois, comme comme le truc qu'on juge chez toi. Il faut vraiment être sûr de ce que tu veux et il faut vraiment, encore une fois, pas avoir peur d'aller au front et pas avoir peur de toquer aux portes et d'aller voir les gens, en fait. Justement, aujourd'hui, c'est quoi pour toi être sous la lumière? Être sous la lumière, c'est dur comme question. Ah, justement, c'est la plus dure, c'est à la fin, c'est normal. C'est comme t'es bien chauffé. Être sous la lumière, c'est déjà réaliser ce que t'as créé. Je parlais de la force de mes petits bras, mais vraiment, c'est accepter ce que tu es devenu professionnellement. C'est se rendre compte aussi des gens qui t'entourent. Je ne l'ai pas fait toute seule. Enfin, tu vois, je parle de la force de mes petits bras, mais derrière, il y a quand même une équipe logistique en termes de famille. En fait, je trouve que ça te fait réaliser plein de choses. Ça te fait réaliser aussi la chance que tu as d'avoir pu accéder à un univers comme ça. Et pourtant, vraiment, il y a un truc auquel je suis très attachée. Je fais absolument pas ça pour être connue, reconnue, ou le côté strass, paillettes. C'est pas mon ambition, quoi. Mais pour être toi-même. Ouais. Voilà. Et pour kiffer et pour faire kiffer les gens. Enfin, tu vois, moi, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir. C'est quand on m'a dit « Ah, tu m'as fait passer un tellement bon moment » ou souvent les feedbacks que j'ai après les tournages ou après les événements, c'est les gens qui m'envoient un message en me disant « Merci, tu nous as mis hyper à l'aise. C'était un bonheur de bosser avec toi parce que on s'est senti comme à la maison, on s'est senti entouré. En fait, on n'avait pas le sentiment d'être interviewé par une journaliste. On avait le sentiment d'être interviewé par une amie ou par une sœur ou par une mère. Mais c'est pour moi la plus belle récompense, c'est quand on dit merci, tu nous as fait passer un bon moment. Voilà. Bah, tu nous as fait passer un bon moment, Xenia. Voilà. Et j'espère que ceux qui nous regardent aussi passent un bon moment. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Avant la lumière. Merci en tout cas à tous ceux aussi qui vont regarder ce podcast. Je remercie en passage Ange qui est caché en régie, Alice évidemment qui se cache quelque part aussi, puisqu'elle a préparé tout l'éditorial avec nous. Eva pour la production, j'en profite parce que on n'a jamais trop l'occasion. Moi aussi, je vais remercier ma maman. Voilà, c'est ça. Et je pense aussi à Antoine, je pense à Hugo pour la post-production. Enfin bref, il y a beaucoup de monde aussi autour de nous pour préparer tout ça. Donc merci encore une fois. Merci. Je suis très touchée d'avoir été invitée parce que je me dis que c'est cool d'être sous la lumière. C'est un grand plaisir. Merci Zéna. Merci Amaury.